mesdames et messieurs, et bienvenue à vous dans votre émission Ma famille, ma vie. Aujourd'hui, on est le mardi 24 janvier 2023 et nous sommes ensemble pour une heure de direct. Le thème du jour est le suivant, les écrans. Quel danger pour la famille? Alors, si vous avez des questions, des témoignages, un seul numéro, le suivant, le 021 23 98 91, 021 23 98 91. Nous attendons vos appels. Alors, tablettes, smartphones, ordinateurs, les écrans font partie de notre vie. Pourtant, ils représentent un réel danger pour nos enfants et pour la famille. Moins de moments de convivialité. Le lien social en prend un coup, mais aussi des problèmes d'attention, de langage, de mémorisation, de sommeil ou encore de réussite scolaire. Alors, faut-il devenir technophobe ou alors s'adapter à notre temps? On en parle aujourd'hui avec les spécialistes du jour. Alors, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir Dr Chawki Kitoun. Vous êtes pédopsychiatre. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Avec nous aussi Monsieur Yassine Chekchek. Vous êtes docteur en orthophonie, pardon. Bonjour. En orthophonie, je pense. Oui, je pense aussi. Ça va? Ça va, je vous remercie pour votre appel. Merci. Plutôt votre invitation, merci. Et avec nous aussi Wahida Salim-Cheikh pour la rubrique Wichel. Bonjour. Bonjour Mounia. Ça va? Alhamdulillah, tranquille. Alhamdulillah. Et on aura aussi par téléphone l'intervention d'un ophtalmologiste, ce sera le docteur Abdelkader Messadi. Alors, on parle d'écran, de tablettes, de télévision, de téléphone. Alors, l'Organisation mondiale de la santé recommande de bannir les écrans pour les enfants de moins de 2 ans et de limiter à 1 heure par jour leur usage entre 2 et 5 ans. Pourtant, on est stupéfait de voir un enfant de 2 ans déverrouiller un téléphone, rentrer dans l'application qu'il aime, que ce soit pour voir des vidéos ou pour jouer à des jeux. On est stupéfait, on se dit il est tellement intelligent, il est trop fort et tout ça. Alors est-ce qu'il est vraiment intelligent ou est-ce que son cerveau s'est transformé ou le cerveau de cette nouvelle génération n'est pas le même que l'ancienne génération? Oui, docteur. Le cerveau est toujours le même. Oui. Donc il n'y a pas de changement par rapport à ça. C'est juste que l'enfant, par habitude, il est conditionné comme il a l'habitude de voir ces icônes-là et autres. Donc il a très très vite le réflexe de partir vers ces habitudes-là. Maintenant, s'il est plus intelligent, il faut relativiser. Parce que tout simplement, le constat qu'on fait ces dernières années, et que d'ailleurs même notre ami orthophoniste nous le dira, c'est qu'on constate qu'il y a beaucoup de problèmes, donc au niveau du langage, qu'on a des troubles du sommeil, on a des problèmes de l'attention, de concentration, on a des enfants qui sont, on va dire, qui font des troubles du comportement, qui sont intolérants à la frustration. Oui. Parce que c'est du tout près, tout de suite, avec la connexion et tout ça, donc c'est de la réponse tout de suite. Effectivement, donc c'est de la consommation, donc c'est le tout de suite. Après, c'est ça que le problème, donc d'ailleurs merci donc, pour l'invitation, donc je vous le redis encore une fois, par rapport à ce thème, parce qu'il faut savoir que nous, on consomme ces produits-là. C'est-à-dire on importe ces produits-là en tant qu'écran, en tant que réseau, on va dire, de désocialisation, parce qu'à un moment, il faut le dire, après, on ne sait pas comment les utiliser. On est de très très mauvais consommateurs. On n'a pas la bonne notice d'utilisation. Après, ce qui se passe, c'est comme, d'ailleurs on en a parlé avant, c'est que la vie est devenue stressante. La vie donc va à 300 à l'heure. Ce qui se passe, donc, quand, par exemple, si on prend l'exemple d'une famille où le père et la mère travaillent, c'est quand ils reviennent à la maison, déjà ils sont fatigués, ils ne veulent avoir aucun bruit à la maison. Et donc, ce qui se passe, c'est que ce qui calme l'enfant sur place, c'est un dessin animé, c'est un écran. C'est un écran, voilà, c'est un écran. Et entre un écran et un autre, ils utilisent d'ailleurs le mauvais écran. Dans quel sens? Ils utilisent soit un téléphone, soit une tablette qui est rapproché au niveau de l'œil, on va dire à 10 cm, alors qu'il est recommandé de voir un écran à 40 cm. Donc, de préférence, regarder la télévision de loin éclairé. On ne va pas culpabiliser les parents non plus. Quand vraiment on a besoin d'un moment, quand les parents rentrent à la maison où ils sont vraiment fatigués après une journée, on va dire, harassante de travail, et puis l'encombrement qu'il y a pour arriver à la maison, on passe 2 heures dans les routes. Donc, quand on a un besoin de, on va dire, 10 minutes, 5 minutes pour reprendre ses idées, pour ne pas se défouler sur ses enfants, en quelque sorte, on peut les mettre devant une télé pour un quart d'heure.
Ça dépend, maintenant, tout dépend de l'âge. Parce qu'actuellement, quand on parle d'écran, il faut savoir que dans une famille de 4 personnes, la moyenne d'écran, on a 10 écrans par famille. Oui. Entre tablettes, télévision, entre smartphones, entre téléphones et tout. Donc on est dans une moyenne de 10. C'est-à-dire on ne diabolise pas et on ne dit pas, on ne culpabilise pas aussi les parents. C'est un outil de notre temps. C'est l'outil de la génération montante, on ne peut pas le bannir. On le dit tout simplement, il faut savoir l'utiliser. Tout simplement, ne pas tomber dans l'excès. Parce qu'on retrouve actuellement, c'est que les gens tombent dans l'excès. On n'arrive pas à se contrôler, on devient addict. Voilà. C'est ça le truc, c'est qu'actuellement, on trouve que, d'ailleurs même au niveau du couple, c'est que les échanges se sont, on va dire, amoindris, ils sont effrités, au détriment des liens qui sont physiques, circuits et autres de téléphone. C'est qu'on trouve que dans une même famille, vous imaginez un dîner, donc si on est 4, donc les gens sont en train de manger et regardent leur smartphone. Il n'y a plus l'échange alors que c'est un moment qui est convivial. C'est un moment qui est très important au cours de la journée, que ce soit pour le repas ou pour le dîner. On ne partage plus ces moments-là. Avant, par exemple, je vais donner juste cet exemple-là, avant quand il y avait une coupure d'électricité, on mettait une bougie, on faisait des ombres chinoises et on s'amusait, on se racontait des histoires, ce genre de choses. Maintenant, il y a une coupure d'électricité, tout le monde pense à son smartphone, à sa charge, à son powerbank. Et à dire sur les réseaux coupure d'électricité, qu'est-ce qu'on fait chez vous aussi si c'est le cas ou pas. Voilà. Donc le lien est coupé. Donc on tombe dans la désocialisation, c'est-à-dire au sein même de la famille. Actuellement, quand on voit, parce que c'est-à-dire dans ce thème-là, c'est-à-dire là on est en train de parler de manière générale et on saute, c'est-à-dire de la famille à l'enfant et d'âge en âge. Le problème c'est que actuellement on trouve par exemple des jeunes qui connaissent mieux la vie d'autrui à travers les réseaux que la vie de sa propre famille. Exactement. Du père, de la mère, ce que fait le frère, ce que fait la sœur, ainsi de suite. Et ça, c'est terrible. Dans une société on s'isole de plus en plus. Après, les enjeux qui viennent derrière, c'est on trouve une diminution de l'empathie. Donc actuellement, on trouve une diminution de l'empathie. Plus d'agressivité. Anxiété. On trouve beaucoup plus d'intolérance à la frustration. C'est-à-dire, on voit même une diminution des relations éthiques entre personnes. Surtout, on parle des adolescents qui doivent se construire une image qui doit être saine de la société et des relations. Avec les smartphones, et il n'y a pas de contrôle parental sur ce qui est consommé. Pas toujours évident avec un adolescent de contrôler, on va dire, même nous quand on était jeunes, on n'avait pas forcément les smartphones. À mon époque, on n'avait pas de smartphone. Moi, je parle... Mais on avait quand même un journal intime où on avait quand même un petit secret. Mais ça reste entre, c'est-à-dire, ce qui est bien avec, par exemple, le journal intime, c'est qu'on développe l'imaginaire, c'est qu'on se parle à soi-même, on fait travailler son cerveau, on écrit. Il y a des émotions qui passent à travers la plume. Mais actuellement, il n'y a aucune émotion qui passe à travers un bout de verre. Oui, il y a plus de haine, j'ai l'impression, sur les écrans. C'est exactement ça, c'est qu'il y a beaucoup plus de haine. Donc on trouve moi je vous ai dit, moi je le dis et je le répète, l'adolescence est une période où le jeune découvre. Il y a beaucoup de modifications à tous les niveaux. Il ne faut pas le priver, mais il ne faut pas non plus trop donner à ce moment-là. Il faut partager avec lui, on va dire, l'activité qu'il fait. Il faut être dans le partage. On va tomber un peu dans la crise d'adolescence. Ce sujet-là, justement, on va le traiter demain. On va parler de la crise d'adolescence, comment essayer de gérer ça et tout ça. On va revenir un peu sur les écrans. Et justement, l'exposition précoce aux écrans est nocive aussi pour la santé. Monsieur Chekchek. Oui, effectivement. Si un bébé c'est un bébé, on va dire à 1 an ou avant 2 ans ou avant 3 ans ou même avant 5-6 ans, cette émission, on a parlé des écrans plusieurs fois dans l'émission Ma famille, ma vie. L'année dernière, on avait même parlé avec M. Karim Naït-Medjani. Et lui nous a dit que vaut mieux attendre l'âge de 6 ans. Avant 6 ans, pas d'écran. Ce serait le mieux pour les enfants. Donc si ces enfants-là sont exposés avant 6 ans, avant 2 ans aux écrans, qu'est-ce qui se passe ? En fait, pour pouvoir vous répondre, je reviens juste ouvrir une petite parenthèse. Bien sûr. C'est que notre présence aujourd'hui n'est pas une remise en cause de l'existence de l'écran. On est bien d'accord. Voilà, mais plutôt l'utilisation de cet écran. Voilà. Donc, si on devait revenir par rapport au développement de l'enfant, entre parenthèses, je suis orthophoniste, donc je vais aborder tout ce qui est langage. Donc, on dira que l'exposition de l'enfant d'une manière précoce va empêcher l'enfant de s'enrichir de son environnement, des différents stimulants qui existent dans son environnement, nécessaires pour son développement.
Donc là, on va se retrouver avec un enfant passif qui va subir les actions à travers l'écran et du coup, il ne va pas devenir acteur de sa vie, il ne va pas découvrir. D'ailleurs, tout à l'heure avec Docteur, on avait abordé le sujet et on avait parlé de l'exposition précoce des enfants aux écrans et ce qui engendre comme problème sur le plan développement psychomoteur ou même affectif et intellectuel. Oui. Donc du coup, oui, avant 6 ans, je suis d'accord, mais ce n'est pas toujours évident. Oui. Parce que l'écran est omniprésent dans notre environnement, dans notre quotidien, et c'est pas évident de le faire. On a juste la télé qui est souvent allumée juste pour nous tenir compagnie, c'est pas toujours évident. On va continuer sur ce sujet, sur les écrans et tout ça, mais avant ça, je vous propose de suivre un reportage de la journaliste Yasmine Amri et on revient tout de suite après. D'accord. Force est de constater que depuis quelques années, les écrans ont envahi pratiquement tous les foyers. À l'exemple de cette famille oranaise où le Benjamin Amine passe le plus clair de son temps devant son téléphone portable ou encore sur sa console de jeu. En d'autres termes, il plonge pendant plusieurs heures par jour dans un autre monde, celui du virtuel. Ça passe le temps et ça me fait amuser. Ouais. Et voilà. Et tu aimes jouer à quoi? À FIFA et à Fortnite. Ils sont là, mais j'ai l'impression qu'ils sont absents, accros à leurs écrans, scotchés. J'ai l'impression qu'ils sont invisibles en apparence. Personne n'imagine malheureusement les conséquences d'un usage excessif des écrans qui influent négativement sur les fonctions cognitives de l'enfant. Justement, il a une baisse de vue à cause de ces écrans-là. Et pour ce qui est du langage aussi, on envisage de voir un orthophoniste. Oui, la prononciation chez lui, elle n'est pas correcte. La surexposition aux écrans expose l'enfant à divers troubles, à un retard des acquisitions, de toutes les acquisitions, surtout moteurs. On reçoit des enfants qui ne marchent pas correctement, qui ne jouent pas, qui ne courent pas, qui ne savent même pas comment courir. On reçoit des enfants qui ont des troubles de l'attention. On reçoit des enfants qui ont un trouble de langage. Limiter le temps d'exposition. Il faut qu'il y ait un début et une fin. Pour les enfants plus grands, à partir de 6 ans, ils peuvent regarder par exemple des écrans, mais on doit les limiter, les encadrer et limiter dans le temps. Pour l'instant, il n'existe que peu de consultations spécialisées dans la surexposition des enfants aux écrans. Les parents confrontés à ce problème peuvent consulter un pédiatre, un médecin généraliste ou encore les centres médico-psychologiques. Le constat est édifiant, hein, c'est quand même terrible, hein, tout ce qui a été cité dans le reportage, docteur Kitoun. Et c'est surtout la détresse de la grand-mère. Oui, c'était parce qu'elle a traversé les âges, elle a vu des générations et des générations monter. Et quand elle arrive à ses petits-enfants, elle trouve que voilà, ils sont isolés, donc ils ne sont plus autour de la grand-mère, la maison n'est plus chaleureuse. Ben, ça donne le constat qu'on est en train de voir. Et d'ailleurs, même dans le reportage qu'on vient de voir, on peut voir plusieurs anomalies. D'ailleurs, dans les dernières images, on trouve que les jeunes sont complètement courbés. D'ailleurs, ça donne des problèmes de niveau cervical. C'est terrible. C'est terrible. C'est juste qu'il faut toujours revenir au mot de réguler l'utilisation. Après, on va dire comment et à quel âge. Voilà. Très bien. De quoi a besoin un enfant pour un bon développement? Est-ce qu'il a besoin d'écran? Non, pas forcément, parce qu'on a tous grandi sans écran, on est la génération avant. C'est relatif à l'environnement dans lequel il se retrouve, dans le sens où on était bien d'accord tout à l'heure qu'on ne peut pas s'empêcher de ne pas avoir d'écran, pas du tout, mais tout réside dans la manière comment on va utiliser cet écran. Petite parenthèse, c'est que l'utilisation de l'écran n'est pas un problème en soi, mais c'est une conséquence. Une conséquence à quoi? C'est une conséquence à un état psychologique et psychique. D'ailleurs, le docteur pourra nous éclaircir par rapport à ça. C'est que ce soit un enfant ou un adulte, l'écran représente un échappatoire. Un refuge. Un refuge, oui. Voilà. Et du coup, donc, notre manière si on devait y remédier, serait de comprendre
raisons, différentes raisons qui nous ont menés, nous, parce qu'on est tous concernés, à avoir cette obsession de l'écran. Je pense que ça serait intéressant de se pencher sur ce point pour qu'on puisse trouver une solution et qu'on puisse utiliser d'une manière bénéfique les écrans dans notre quotidien. On ne va pas non plus devenir technophobe, c'est clair. Il y a quand même des côtés positifs aussi. Mais il faut savoir comment gérer tout ça. Ce n'est pas toujours évident, surtout quand les parents ne donnent pas l'exemple. N'est-ce pas, Dr Kitton? Voilà, c'est que l'enfant, donc comment est-ce que l'enfant se construit? C'est en imitant donc, le modèle parental. Oui. Donc la maman et le papa. Après, si eux donc, donnent le mauvais exemple, pour lui, il va suivre et pour lui, ça sera la norme. Oui. Donc l'enfant ne se remettra pas en question jusqu'à l'adolescence même. Donc il n'y a pas ce travail d'introspection. Donc on suit ce que disent les parents. Et pourquoi il faut, comme vous le dites, il faut bannir donc, les écrans avant 3 ans? Parce que tout simplement, il faut comprendre une chose. Et c'est très important, on va le dire d'une manière très très simple. L'enfant, donc, quand il vit au monde, donc, c'est un être qui est vierge. Donc il doit apprendre de ce monde. Il y a une période qu'on appelle la période sensorimotrice. C'est une période où l'intelligence de l'enfant passe par les sens et par la motricité. Oui. Quand on dit ça, on veut dire quoi par là? C'est qu'il doit apprendre les lois qui régissent notre monde. Comme j'ai dit tout à l'heure avant de rentrer, quand on parlait, il doit par exemple expérimenter son environnement. S'il prenait une cuillère en bois, il la tapait, et une cuillère en métal, il la tape, il doit voir quelle est la différence. Nous, on l'a intégré, ça fait des années, on connaît tout ça. Mais lui, il doit le découvrir. Il doit découvrir les reliefs, il doit découvrir le monde en 3D. Il doit toucher, voir, ressentir. Ressentir les textures, pas mal de choses. Voilà, c'est à travers ça. Ça, c'est en premier lieu. Deuxième lieu, il y a l'attachement. Parce que vous savez, le développement de l'enfant, c'est une machinerie donc, qui est très très complexe. C'est-à-dire tout est imbriqué, mais on ne le voit pas. Tout est intriqué, dans le sens où il y a aussi ce qu'on appelle l'attachement. Pourquoi on a des problèmes de l'attention quand on est tout petit, quand on est surexposé aux écrans, exposé d'ailleurs avant 3 ans, c'est même pas. Voilà, exposé tout court, oui. On parle d'exposé, c'est qu'à partir d'un certain moment, donc, il se crée le lien d'attachement envers sa figure, la mère en premier lieu. Après, avant de parler, donc, on parle par les yeux, donc il suit du regard. Et quand il suit du regard, donc il commence à regarder, donc à focaliser, donc un stimuli bien particulier de l'environnement, il le sélectionne et il reste dessus. Quand il est devant un écran, déjà avant 2 ans et demi, il ne comprend pas le contenu. Ça, c'est en premier lieu. Deuxième lieu, donc son attention est éparpillée dans tous les sens. Donc, quand on parle de cette période-là, donc il faut entraîner le cerveau, avoir des aptitudes. Donc, quand cette attention est éparpillée, quand on enlève l'écran, c'est insoutenable de soutenir son attention, si on peut dire, si on peut faire un... Donc il s'est attaché à l'écran. Voilà, il s'est attaché à ne... C'est-à-dire il ne s'est pas entraîné à focaliser son attention. Il ne peut pas rester et regarder un truc en particulier. Et même par rapport aussi par rapport à l'attachement à la maman. Il suit le regard de la maman. Mais si la maman, on va dire qu'elle est en train de l'allaiter ou lui donner le biberon, ou de le nourrir, ou dans ses bras tout simplement, et puis qu'elle est là sur son téléphone en train de scroller, de regarder des vidéos et tout ça, avec le son, avec tout ça. Donc lui, il cherche le regard de sa maman, mais il ne le trouve pas. Est-ce que ça pose problème aussi par rapport à l'attachement entre enfant et mère? Bien sûr, quand on parle d'attachement, c'est qu'il y a c'est-à-dire ça part dans les deux sens. Si l'enfant cherche sa mère, il doit la trouver. Il ne va pas la trouver occupée ailleurs. D'ailleurs, des fois, dans un service, il y a eu cette histoire il y avait une femme qui allaitait, elle était avec son téléphone. Oui. Et c'était terrible à voir. C'est de dire que même, c'est-à-dire partager l'émotion avec son enfant est devenu, c'est devenu des soins mécaniques. Oui. Alors que c'est pas du tout ça. C'était pas le cas avant. Il faut chercher donc l'affectif envers l'enfant. Être parent, c'est très dur. C'est un travail à temps plein. C'est chronophage, mais c'est comme ça. Ça doit être comme ça et pas autrement. Quand on choisit d'être parent, il faut se sacrifier pour ses enfants. C'est un engagement à vie. C'est un engagement à vie, voilà. C'est un engagement à vie auquel donc, il faut répondre à cet enfant qu'on a amené. Alors si on ne voulait pas être parent, il ne fallait pas être parent et rester avec ses écrans. Mais si quand vous dites on veut être parent, c'est un travail à temps plein.
Oui, il y a même des parents qui jouent. En fait, je viens de me rappeler une petite anecdote. Je connais dans mon entourage des parents, ils jouent avec leurs enfants en ligne et leurs enfants, ils ne dépassent pas 6 ans. Ils passent la nuit à jouer, surtout durant la pandémie, là où on est tous confinés. C'était toute une nuit jusqu'au petit matin. Moi, je vais vous dire, sur les jeux, moi, je vous dis une chose. Les meilleurs jeux, les meilleurs jeux sont les jeux traditionnels, manuels. Il faut, c'est-à-dire, encourager les jeux de famille et de société. Actuellement, quand on rentre dans une famille, on ne trouve pas, il n'y a pas de Monopoly, il n'y a pas de Uno, il n'y a pas de cartes, il n'y a pas de domino, il n'y a rien. Il n'y a pas de Sudoku. Les jeux qu'on avait avant. Les jeux qu'on avait avant. Et l'enfant, il faut savoir une chose, il faut qu'il s'ennuie quand il est petit. Pourquoi? Parce que ça développe son imaginaire. Donc l'enfant ou même l'adulte a besoin d'un moment d'ennui où il ne fait rien, où il... il faut faire un travail d'introspection. Oui. Mais si toute la journée on travaille, on rentre à la maison, c'est-à-dire à un moment on rentre et on tient le téléphone. On ne sait même pas ce qu'on a fait au cours de la journée. Quand on commence la deuxième journée, c'est comme si c'était une amnésie. Oui. On n'a pas eu le temps d'intégrer notre journée. Il faut avoir ce travail avec soi-même et c'est surtout avec l'enfant. On lui donne un petit matériel. Vous allez être étonné avec ce qu'il peut créer. Oui. Avec des Lego, avec tout et n'importe quoi, avec des petites babioles de rien du tout, il va vous sortir un truc. Après, il va commencer à créer donc un scénario avec lui-même. Il faut rentrer dans ça. C'est le développement, ce qu'on appelle des fonctions exécutives. Il faut les développer. Donc on a, dès le début, c'est l'inhibition, la flexibilité cognitive et la mémoire. Comment est-ce qu'on peut les promouvoir? C'est tout simplement à travers des jeux de famille. Où il doit intégrer, il doit se souvenir des règles pour mémoriser. Il suit le cours du jeu. Donc on a une attention qui suit un petit peu. La flexibilité cognitive, c'est le fait de changer d'une activité à une autre. Donc c'est le changement de règles, comme le Uno. Quand le Uno, on change, après il y a un changement de sens. Voilà. Ça dépend de la carte qu'on Voilà, propose, ça dépend voilà. Après, c'est ce travail-là qui doit être promouvoir et non le travail sur un écran. L'écran ne vous donnera pas, il ne fera jamais ce travail pour une bonne construction de l'individu. Voilà. Mais est-ce qu'il y a un bénéfice avéré à l'utilisation des écrans avant 5-6 ans? Est-ce qu'il y a un bénéfice avéré pour que ça soit clair avant 6 ans, le fait d'être... 5-6 ans, non. On ne trouve pas de 5-6 ans, l'enfant est avec la découverte de son monde. Il doit être dans son monde réel et pas imaginaire. Mieux vaut partager des moments où on lit une histoire, oui? En fait, je voulais ouvrir une petite parenthèse concernant le développement de l'enfant et l'exposition à l'écran avant l'âge de 6 ans. En fait, il faut revenir au fait que l'enfant, pour qu'il puisse avoir une langue avec laquelle il pourra communiquer, il est important qu'il puisse avoir une langue maternelle. Oui. Et avant l'âge de 3 ans, la langue maternelle se trouve face à l'écran, entre parenthèses. C'est pas dans l'écran qu'il va la retrouver. Oui. C'est grâce au moment qu'il va passer. Pour développer le langage, oui. Pardon? Pour développer le langage. Effectivement. Donc, parce que la langue maternelle est la base. C'est à travers laquelle on pourra apprendre toutes les langues possibles après. Donc si l'enfant passe du temps face à l'écran et pas en famille, il ne pourra pas acquérir, développer... Même s'il n'est pas face à un écran comme ça physique, ou si juste la télé est allumée, que la télé fait du bruit dans le salon par exemple, souvent on le fait, on rentre à la maison, on met la télé, ça fait du bruit, ça nous accompagne, en quelque sorte ça nous rassure aussi. Ça nous rassure. Et puis les enfants sont là en train de jouer à côté, même s'ils ne regardent pas la télé, mais ça peut les... En fait, assez souvent on ne se rend pas compte que l'enfant est exposé à l'écran de différentes manières. Donc, la première indirectement. Oui, indirectement. Donc directement il utilise la tablette ou le téléphone. Indirectement, c'est vrai qu'on est dans une pièce, la télé est allumée, donc l'enfant absorbe tout ce qui se passe. Parfois, il y a même des scènes de violence à l'écran parce que le programme n'est pas adapté. Exactement. Et on ne s'en rend pas compte. Et parfois aussi, d'une manière indirecte aussi, à travers l'utilisation des parents. On est assis, l'enfant est juste à côté, il jette un coup de sur notre téléphone, sur notre tablette ou sur notre ordinateur. On est en train de jouer à un jeu vidéo, l'enfant est intéressé, aimerait bien essayer lui aussi, et se retrouve à jouer, et du coup il deviendra... Et peut-être qu'il veut se rapprocher de ses parents, parce que quand on a nos parents qui sont tout le temps connectés, l'enfant peut-être qu'il veut être avec ses parents, il reproduire le schéma de l'adulte aussi. Voilà. Je se dis, c'est à travers cette manière que je vais apprendre à communiquer, et l'adulte autour de lui communique de cette manière, donc pourquoi pas lui?
Oui. Voilà. Exactement. Alors l'OMS recommande le temps consacré à des activités sédentaires sans écran fondées sur l'interactivité avec des aidants, comme la lecture, le chant, des histoires racontées ou des jeux éducatifs, est capital pour le développement de l'enfant. Donc pour un bon développement de l'enfant, mieux vaut accorder plus de temps aux interactions humaines plutôt qu'aux écrans. C'est exactement ça, ça veut dire avant 6 ans. Le temps qu'on doit passer avec nos enfants, c'est plus pour jouer ensemble, faire des jeux de société, lire des histoires le soir, le rituel du soir, lire les histoires, chanter, danser, dessiner, exactement. Donc, il vaut mieux faire ces activités-là que d'exposer les enfants aux écrans avant 6 ans en tout cas. Effectivement, parce que je voulais aussi rebondir sur le langage. Il faut savoir que l'humain est né pour être sociable. Oui. Il a des compétences, vous ne pouvez même pas imaginer un bébé au cours des premières semaines de quoi il est capable. C'est un être qui est remarquable. D'ailleurs, quand il naît déjà, il a une aptitude à suivre la voie humaine. Il cherche la voie humaine. Donc, ça c'était juste entre parenthèses, c'est-à-dire pour dire que, et même d'ailleurs en parlant, que ce soit des cantines ou même des fois le Coran, il est préférable par exemple, nous, comme on est un pays musulman, donc vaut mieux lire le Coran que le faire entendre à travers des baffes, une télé ou autre. Même si on enregistre notre voix, par exemple, on enregistre notre voix. Même si c'est la même chose, il faut toujours privilégier la voix humaine. Oui. Voilà. Parce qu'il y a l'intonation, on ne lit pas à chaque fois de la même façon, il y a l'émotion, il y a pas mal de choses. Oui. C'est du réel. C'est du réel, voilà. C'est du réel. C'est-à-dire la manière dont, je ne sais pas, prenez par exemple, si vous assistez par exemple à un concert on va dire, Shabi ou là, quand vous l'entendez face à vous et quand vous l'entendez avec des écouteurs, c'est pas la même chose. Oui. C'est pas la même chose. Donc imaginez, si on devait dire la même chose par rapport à l'enfant, donc il préférera votre voix que votre voix même enregistrée et rediffusée derrière. En grosso modo, voilà, c'était par rapport à ça, par rapport au langage. Et oui, effectivement, il faut, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc favoriser ces activités de partage, sortir et autres. Quand vous disiez par rapport à 6 ans, l'enfant n'aura jamais l'expérience et même tricher au cours d'un jeu est intéressant. Oui. Chose qu'on ne va pas trouver, c'est-à-dire dans un jeu en ligne. Et là, on est en train de parler, c'est-à-dire sans le côté, on va dire, somatique de la chose, par rapport donc les problèmes du sommeil, l'alimentation, par rapport aux postures, par rapport On a vu dans le reportage où il y avait une posture, comme ça vous l'avez dit déjà, on a une posture un peu courbée quand on est sur les écrans. Voilà, vous imaginez, donc l'enfant déjà, il n'a pas soudé ses os, donc il n'y a pas une formation complète de ses os, donc il y a encore du cartilage. Quand il est courbé, vous imaginez que vous allez avoir toute une population qui est courbée. Oui. Après, les sportifs, comme on dit, se verront d'eux-mêmes. Vous allez trouver une posture qui est droite. Oui. Voilà, c'est un petit peu ça. Donc ça, il y a beaucoup de complications, surtout au niveau, je pense qu'il y aura aussi l'intervention d'un ophtalmologue. Exactement, pour parler. Il va parler, c'est une catastrophe, les écrans par rapport aux enfants, par rapport à la maturation du cristallin et autres. Ça, on va le laisser pour lui. Donc aussi, je dis par rapport aux problèmes d'alimentation. Dernière fois, j'ai mangé, pour parler d'une expérience personnelle, franchement, ça m'a bouleversé. Oui. On était dans un restaurant, donc on mangeait en famille. Il y avait une famille de 7 personnes. Et il y avait un nourrisson qui était donc sur le siège bébé. Oui. Je vous promets, il ne savait même pas ce qu'il mangeait. Si on lui mettait du carton dans sa bouche, il l'aurait mâché. Oui. Exactement. Vous savez, l'écran, il était là. Après, aussi, même le contenu, c'est pour ça que je vous dis déjà, il ne comprend pas le contenu, et le contenu, ce n'est pas le même contenu que dans le temps. Si on prenait par exemple, pour les anciens qui se souviennent, Maya l'abeille, quand on regardait, c'était... On apprenait avec... C'était même pas le côté... On parle d'un certain âge, c'était même pas le côté instructif, c'était les images. Il n'y avait pas beaucoup d'images comme maintenant, qui s'enchaînaient. D'aujourd'hui, on voit que des images changent rapidement. On est d'un gros plan, un plan serré. Il y a des changements de perspective. Voilà, c'est ça. Il y a des changements de perspective, c'est-à-dire que quelqu'un qui est devant un écran qui est en 2D ne comprend pas. Si le personnage, il est là en grand, ensuite il est là en petit, de gauche à droite, il n'arrive pas à suivre. C'est trop rapide par rapport à lui. Et c'est ça, donc...
là, donc, on amoindrise donc, toute l'attention donc, soutenue, sélective et autres dont on a besoin, et on favorise l'attention, donc on va dire réflexe. C'est normal, quand on voit quelque chose bouger, on le suit. Il fait la même chose. Quand l'enfant revient au réel, il s'ennuie. Tout va au ralenti. Donc il n'y a pas cette histoire par rapport au jeu de trucs parce qu'on favorise le circuit de la récompense. Et quand on revient, on s'ennuie. Les enfants de maintenant il y a une grosse frustration par rapport à... Ils n'arrivent même plus à s'ennuyer, alors que l'ennui est bénéfique pour eux. Oui. C'est à travers l'ennui qu'ils vont se développer. Qui vont avoir de la créativité pour essayer de s'occuper. C'est vrai que quand on était jeune, il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas ce genre de choses. Donc on essayait à chaque fois de créer des jeux, de faire des scénarios, d'imaginer même des règles de jeu. Oui, voilà, de jouer à la dinette, de jouer à pas mal de choses. Même si on n'avait pas les jouets, bon, il faut dire que les enfants d'aujourd'hui sont super gâtés parce qu'ils ont des jouets partout et c'est beaucoup plus accessible aussi. Mais même quand on avait récupération avant. Exactement, on faisait beaucoup de récupération. On récupérait les sacs de lait pour faire des ballons, on récupérait les emballages de yaourt ou quoi que ce soit pour faire un téléphone avec, pour communiquer. Donc on avait de l'imagination et donc le fait d'être exposé au téléphone un peu cassé cette imagination. Et je voulais revenir aussi par rapport à l'image qui était très très intéressante tout à l'heure, c'est qu'on trouve il y avait je pense 5 enfants qui étaient donc dos au mur assis. Au lieu de partager l'activité, chacun dans son téléphone. Oui, et souvent on discute entre nous, on est dans la même pièce mais on s'envoie des messages entre nous. Au lieu de se parler de vive voix. Ça aussi, on l'a remarqué même dans la famille. Hein. On va dire que la maman est dans la cuisine et puis les enfants sont dans leur chambre. Elle peut envoyer un message pour leur dire venez manger. On le fait tous. Voilà, on le fait tous. Oui, on le fait un petit peu tous. Donc, faut changer ces habitudes-là. Voilà, il faut avoir de saines habitudes de vie. Voilà. C'est le vrai problème où est-ce qu'il se trouve, c'est dans le mésusage. On utilise mal ces écrans-là. Oui, il faut, voilà, si on finit avec des règles, dire voilà, on fait comme ça, on fait comme ça, on fait comme ça, moi je pense que tout ira pour le mieux. Très bien, on va revenir sur les règles et comment bien utiliser les écrans, mais tout de suite nous avons avec nous par téléphone Dr Abdelkader Messadi, vous êtes ophtalmologiste, bonjour. Bonjour madame, bonjour les personnes qui sont sur votre plateau, les spécialistes qui sont sur votre plateau. Alors s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez éteindre votre téléviseur parce qu'on entend un retour? Je n'ai pas de téléviseur. Ah d'accord, il y a une interférence, ce n'est pas grave. Alors est-ce que les écrans sont un danger pour nos yeux, docteur? On l'a dit déjà, mais on veut l'avis d'un spécialiste. C'est une très bonne question, mais permettez-moi avant d'arriver aux yeux de signaler tout de même, bon je n'ai pas suivi l'émission dès le début, mais tout de même je me permets de donner quelques petites informations en dehors des yeux. Et en réalité, il y a beaucoup plus dangereux que les yeux. Entre autres, un problème de troubles cognitifs avec des retards de langage, de l'attention. Je vous signale également que depuis 2019, on a répertorié l'addiction aux écrans comme étant un problème de santé publique. Oui, exactement. C'est très important à dire. En dehors également de l'effet de sédentarité, du repli sur soi, de l'obésité, de sensations d'agressivité de ces jeunes-là et des troubles de la posture qui entraînent de la scoliose et surtout des troubles du sommeil, par inhibition de la mélatonine. Oui. Alors beaucoup de gens, et là j'attire l'attention du téléspectateur sur la fausse idée qu'on se fait d'utiliser le smartphone pour pouvoir s'endormir. Eh bien sachez que c'est l'effet inverse qui se produit parce qu'en réalité l'exposition à la lumière bleue des écrans entraîne une inhibition de la mélatonine et donc ça aggrave l'effet d'insomnie. Ça c'est très important. Exactement, je pense que tous ont fait cette erreur-là. Le soir, quand on n'arrive pas à dormir tout de suite, on se dit je vais me faire dormir avec un peu de téléphone, un peu de réseaux sociaux, et du coup on se retrouve à faire souvent des nuits blanches. Alors, si vous me donnez encore quelques petites minutes dans ce sens-là justement, pour vous dire qu'il y a une étude qui a été réalisée dans une université suédoise et qui prend 3 jeunes adolescents, qu'on les met dans une chambre. Le premier, on lui donne un téléphone, le second, on lui donne un livre et le troisième, on lui donne rien du tout. Le jeune homme qui n'avait rien du tout s'est endormi au bout de 20 minutes, celui qui avait le livre s'est endormi au bout d'1 heure et celui qui avait le téléphone a passé la nuit blanche. Donc pour vous dire qu'effectivement, l'exposition aux écrans entraîne une inhibition de la mélatonine, encore une fois,
et donc de l'insomnie. Alors, pour revenir à ce qui me concerne directement, c'est-à-dire les yeux, puisque j'en suis un, je suis spécialiste en ophtalmologie, et je réponds par l'affirmative quant aux dangers liés à l'exposition aux écrans. D'abord, le fait d'être trop concentré sur un écran. Que se passe-t-il ou que ne se passe-t-il pas? En réalité, quand on est très, très concentré sur un écran, nous oublions une chose essentielle, nous oublions le clignement. Or, le clignement est le déclencheur de la sécrétion de larmes. Et sachez qu'un œil qui n'est pas lubrifié, eh bien, il se produit ce que nous appelons un syndrome sec, c'est-à-dire qu'il se passe ce qu'on appelle une hyper-évaporation de larmes. Et donc, vous voyez ces utilisateurs-là se plaindre de rougeur de l'œil, de sensations de picotement, de brûlure, de lourdeur, de maux de tête. Tous ces symptômes-là sont liés à un syndrome sec par hyper-évaporation de larmes. Donc, ceci est dû au fait que les personnes trop concentrées ne clignent pas. Alors, en plus de cela, en dehors du clignement et de la sécheresse oculaire, nous allons rentrer un petit peu en profondeur dans l'œil pour aller vers l'accommodation. L'accommodation, c'est quoi? C'est ce muscle-là que nous appelons le cristallin. C'est une petite lentille derrière la pupille qui se contracte chaque fois que nous passons de la vision de loin à la vision de près et qui est responsable de ce que nous appelons le zoom ou l'accommodation. Oui. Alors, si vous êtes concentré pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures sur un écran, sachez que vous fatiguez votre accommodation et vous souffrez en fin de journée de maux de tête, voire de fatigabilité. En plus de cela, et c'est essentiel, nous avons observé dans nos consultations depuis quelques années une augmentation exponentielle de la myopie. Pour ceux qui ne l'avaient pas, il y a un déclenchement de la myopie, et pour ceux qui l'avaient, les chiffres sont multipliés par 3, si bien qu'une étude de l'OMS nous prédit à l'horizon 2050 une apparition de la myopie chez 50% de la population, et ce n'est pas rien du tout. C'est parce qu'on reste trop focalisé sur un écran et puis on a un peu mis de côté les activités en plein air. Donc du coup, au lieu de sortir, regarder au loin, regarder le paysage, on est à l'intérieur à regarder de très près un téléphone, une tablette ou même un livre. Affirmatif. Oui. En dehors de ces éléments qui ne sont pas négligeables, la sécheresse oculaire, fatigabilité de l'accommodation, apparition exponentielle ou aggravation de la myopie, il est décrit, bon ce n'est pas sûr, mais il est décrit que l'exposition à long terme, je dis bien à long terme, à la lumière des écrans, peut déclencher ou peut potentialiser l'apparition d'une cataracte. Et finalement, je vais arriver au point le plus crucial des problèmes qui se posent dans l'œil, c'est l'exposition à la lumière bleue dégagée par les écrans. La lumière bleue, sachons-le tout de même, n'est pas toujours, n'entraîne pas toujours des inconvénients. Il faut savoir que la lumière bleue a un effet bénéfique dans le sens où c'est la lumière de l'euphorie, par stimulation de la sécrétion de dopamine. Et également, au niveau de l'œil, la lumière bleue stimule les cônes, les short cones, c'est-à-dire les petits cônes qui sont au centre de la macula et qui nous permettent d'avoir une vision du contraste et une vision très précise des choses. Donc nous avons besoin de la lumière bleue du soleil, je précise bien. Par contre, la lumière bleue des écrans est néfaste. Elle est néfaste dans quel sens? Il est décrit aujourd'hui et reconnu par les scientifiques qu'en plus, et avec les ultraviolets, la lumière bleue est déclencheuse à long terme de ce que nous appelons la DMLA, la dégénérescence maculaire liée à l'âge par brûlure, disons-le, par brûlure des cellules centrales de la rétine. Et la DMLA, pour ceux qui ne le savent pas, est considérée comme la première cause de malvoyance dans le monde. Mais la DMLA est connue aussi pour être une maladie de personnes âgées. Et là, on se retrouve avec des cas de jeunes personnes avec une DMLA, c'est cela? Attendez, je parle de DMLA, j'ai dit par exposition au long terme. Oui. C'est par effet de cumulation, c'est exactement le même effet
que quand on s'expose de trop aux ultraviolets, nous savons que nous avons un capital UV et le mélanome malin de la peau n'apparaît pas après une exposition au bord de la mer. Il apparaît par cumul. Donc c'est l'effet cumulatif qui conduit à long terme à la DMLA, mais sachez tout de même, je ne veux pas angoisser ou inquiéter le téléspectateur en disant que c'est la lumière bleue qui est génératrice de DMLA. Il y a l'âge en premier également, il y a l'hérédité, il y a beaucoup de facteurs, il y a les facteurs environnementaux, il est décrit le tabagisme, il est décrit également des problèmes d'alimentation pauvres en oméga 3. Mais il faut quand même faire attention. Par contre, je voudrais revenir aussi sur la lumière bleue. Il existe aujourd'hui des lunettes qui sont traitées pour la lumière bleue. On les recommande quand on va chez l'opticien. Il nous dit tout de suite, il y a l'option des verres traités pour la lumière bleue, pour pouvoir utiliser téléphone, smartphone, tablette et tout ça. Est-ce que ça marche réellement et est-ce qu'on peut aussi les utiliser avec les enfants? Excellente remarque, et ça, vous me tendez la perche pour éclairer un peu le téléspectateur sur le sujet, parce qu'en réalité, chaque fois qu'aujourd'hui que c'est devenu un effet de mode, de mode que les opticiens proposent des lunettes blue block, bloquer la lumière bleue. Mais comme je l'ai dit précédemment, il y a une lumière bleue qui est intéressante, qui est utile pour l'œil et qui nous est utile pour plusieurs raisons. Donc la sensation de bien-être, la vision fine, la lumière naturelle, la lumière naturelle, la lumière du soleil. Et il y a la lumière bleue néfaste, celle qui est dégagée par les écrans. Le vert recommandé, c'est le vert qui traite ou qui bloque la lumière bleue des écrans et qui laisse passer la lumière bleue du soleil. C'est essentiel de souligner cette chose-là. Et le vert adéquat, c'est ce qu'on appelle le Perfect Blue UV. Perfect Blue UV, c'est un vert qui est anti-reflet, qui limite l'accès de la lumière bleue des écrans au niveau de l'œil et qui bloque également l'entrée des ultraviolets dans les yeux. Voilà le meilleur vert. Mais le vert qui bloque entièrement la lumière bleue, même celle du soleil, n'est pas recommandé, voire interdit, parce que dans les pays développés, les verres équipés en lumière bleue qui bloquent la lumière du soleil, la lumière bleue du soleil, sont contre-indiqués, voire interdits, parce qu'ils limitent la vision du contraste. Je reviens sur ce sujet-là, c'est fondamental. Très bien. Merci encore, docteur Abdelkader Messadi. Vous êtes ophtalmologiste. Merci pour toutes ces informations et je vous souhaite une bonne journée. À très vite, Inch'Allah. Merci encore. Merci à vous. Allez, au revoir et bonne journée. Au revoir. Alors, il n'y a pas que des côtés négatifs. Là, oui, on s'est fait peur un petit peu avec, mais il faut quand même aussi savoir ce qui se passe, qu'il en est réellement. Donc, mais il y a des côtés positifs aussi par rapport à la technologie, par rapport à tout ça. Donc, on va commencer d'abord avec la rubrique de Wahida Wichel qui va nous parler des côtés positifs de la technologie juste après ceci. Un exposé. Aller à la bibliothèque. Exactement. Aller à la bibliothèque, chercher des livres, essayer de prendre des idées ou copier. Ensuite, on écrivait avec nos mains. Maintenant, on va sur les moteurs de recherche, on tape le sujet qu'on cherche et puis on peut choisir les textes qui nous intéressent et on fait copier-coller et on présente à nos professeurs. Il y a aussi un autre point qui est très très important et intéressant avec la technologie, c'est les liens familiaux. Maintenant, souvent, on a un membre de la famille qui vit à l'étranger et on se dit, avant, on se disait, les téléphones pour leur parler. C'était, allô, ça va, la baisse, tout va bien. Cool, mlih, achab mlih, ou bess mlih, au revoir, à la prochaine. C'est vrai. C'était ça. Maintenant, avec la technologie, les écrans, donc on peut appeler, on peut faire des vidéoconférences, discuter avec les membres de notre famille, proposer des recettes, cuisiner ensemble, passer des événements tels que l'Eid ensemble. Parfois, c'est qu'on a la nostalgie quand on est à l'étranger, quand on est loin de sa famille. Donc, la technologie, les écrans nous aident à garder, à tisser ce lien entre les membres de la famille. Il y a aussi un autre point très positif et on va parler du côté un peu économique, stratégique, c'est les entreprises. Maintenant, on peut créer sa propre entreprise en ligne à partir d'un écran. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin d'avoir un local pour... c'est de l'argent qu'on va un peu gaspiller, ça va nous faire économiser de l'argent, du temps, mais aussi il y a des recrutements qui se passent en ligne. Vous avez vu que souvent, quand on est loin d'une entreprise, par exemple, si on est vers une autre wilaya, on peut passer un entretien via une visioconférence.
On peut aussi télécharger des applications pour sa comptabilité, avoir un planning ou une stratégie pour commercialiser ses produits, mais aussi garder contact avec ses clients. Donc le client, avant, il devait chercher qui était le responsable de l'entreprise pour lui parler, pour essayer de l'atteindre. Maintenant, c'est directement via les écrans, via la technologie, on peut prendre contact avec les responsables des entreprises et rester vraiment près de son partenaire ou client. Il y a aussi les écrans, ils ont aussi une influence positive sur nos vies en ce moment. Oui. Oui, je pose la question. Je suis curieux de savoir tout ce qui est électroménager qui sont connectés. Oui. Voilà. Non. Oui, qu'est-ce qui est connecté? Le problème, c'est que quand il y a une coupure d'électricité, à ce moment-là, oui, c'est pas si ça marche, c'est la galère. Il faut prendre ses précautions et prendre un groupe. Mais par rapport au volet électrique, la maison intelligente, quoi. Voilà, on a les maisons intelligentes qui commencent par voir le jour ici en Algérie, mais sinon, on a d'autres électroménagers. Par exemple, on a la machine qu'on peut lancer à distance. La climatisation, 10 minutes avant d'arriver à la maison, on peut la mettre en route quand il fait chaud. Oui, on a la musique aussi. On ordonne à notre baf ou de nous mettre de la musique. Les téléviseurs on peut, par exemple, je suis aujourd'hui ici, j'ai envie de télécharger l'émission, d'enregistrer l'émission. Je peux, à partir de mon téléphone, ordonner à mon téléviseur d'enregistrer l'émission. Donc, elle nous facilite vraiment la tâche. Par exemple, je peux mettre dans un blender mon repas de midi et je le lance avant d'arriver chez moi. Il y a aussi, ce qui est plus important aussi en cette période de froid, c'est le chauffage. Oui, qu'on peut allumer à distance aussi. Exactement, voilà. Les caméras de surveillance aussi pour se sentir en sécurité. Et souvent, quand on laisse aussi nos enfants dans une chambre à part et on est en train de faire quelque chose où on se donne à une tâche ménagère. Vidéosurveillance à l'intérieur de la maison, on peut voir ce que nos enfants sont en train de faire, même si on est dans un autre étage ou une autre chambre. Très bien. Voilà, ça c'est des positives concernant les nouvelles technologies et les écrans. Eh ben, très bien, merci Wahida, merci pour tous ces points positifs. Avant d'entamer les points positifs, on a parlé des enfants avant l'âge de 6 ans, mais les enfants au-delà de 6 ans, surtout les adolescents, parce que c'est une période un peu difficile où ils voient leurs amis avec des téléphones, ils sont connectés sur les réseaux sociaux, ils ne vont pas se sentir un peu en marge des autres, le fait de leur interdire. Comment entamer le sujet avec eux pour qu'ils comprennent que c'est pour leur santé, pour leur bien-être, quand on ne leur donne pas de téléphone, ou comment leur donner le téléphone et l'utiliser correctement? Il faut expliquer, même par rapport au point positif que j'ai écouté avec beaucoup d'attention, ce qui ressort dans les points positifs, si on devait faire une synthèse, c'est l'utilité. Oui. Donc vous avez parlé de l'entreprise, vous avez parlé de l'utilité. On ne parle pas ici de période récréative. Surtout pas. Voilà, on parle pas. Donc on parle d'utilité. Et ça reste un outil, comme j'ai dit la dernière fois, c'est comme un marteau. Oui. On ne dépend pas d'un marteau. C'est la même chose, ça doit être un outil auquel, c'est-à-dire, il doit nous servir donc à accomplir une tâche donnée. Voilà. Après, par rapport à l'adolescent, il faut savoir une chose, les ados s'imitent, ça c'est connu. Oui. Il arrive une période où c'est la rébellion. Oui. Ils commencent à se chercher, c'est tout à fait normal. Donc, mise à distance des parents, et ils se rapprochent des pères et autres. Ce qui doit expliquer, c'est que ça doit être un travail de fond éducatif. Comme par exemple, on éduque un enfant à ne pas fumer. C'est depuis le tout jeune âge, parce que des fois, vous vous promenez avec un enfant, par exemple, de 4-5 ans, il trouve un mégot de cigarette, il essaie de le prendre. Ouais. Et l'éducation intervient à ce moment-là. Voilà. Donc, il faut éduquer, ça doit être un travail de fond et pas un travail superficiel. On ne va pas rester pendant 12 ans être connecté au téléphone. Quand il vient prendre le téléphone ou il réclame un téléphone, on va essayer de dire, il faut être déjà un exemple par rapport à lui. Tout doit passer à travers la communication. Et il faut savoir, je dois le dire, c'est qu'il y a beaucoup de dangers concernant les adolescents avec les réseaux sociaux. On ne sait pas qui se cache derrière un écran. Et je vous le dis, dans notre consultation, on trouve des catastrophes dignes d'une série Netflix. C'est pour dire. Donc ça, c'est vraiment une sonnette d'alarme pour dire aux parents, faites attention à ce que vos enfants, il faut être avec eux jusqu'à une période donnée où, c'est-à-dire quand il y a, on va dire, quand il connaît les règles du jeu, les tenants et les aboutissants, qu'on peut lâcher un petit peu. Par exemple, un adolescent avec un smartphone qui verrouille son téléphone, c'est pas normal. D'accord.
Donc on ne doit pas laisser un adolescent avec à quel âge acheter un téléphone à son enfant? Parce qu'il arrive un âge où il va réclamer le téléphone pour son anniversaire ou pour autre chose. Donc, je vous réponds. Désolé, je vous ai coupé la parole, mais je vais vous dire. Dernièrement, il y a eu je pense, une étude qui a été faite. C'est que 2% des enfants font une activité extrascolaire. Oui. Et c'est terrible. Donc, vous voyez, c'est-à-dire on est en train de fixer le sujet sur l'enfant, il doit avoir déjà une vie extrascolaire. Et ça doit rester dans l'utilitaire. Il veut un téléphone Déjà, on commence par la négociation avec lui, parce que l'adolescence... il va dire, pour rester en contact avec vous, pour rester en contact avec mes amis, effectivement, et pour faire mes devoirs. Voilà, pour m'envoyer les devoirs et les cours. Voilà. Maintenant, c'est simple. Après, ça rentre dans un processus de négociation. Même, c'est bénéfique pour lui, pour savoir négocier. Il doit comprendre la frustration. Si c'est pour téléphoner, c'est vrai qu'actuellement, on a besoin, on n'est pas à la maison ou autre, on lui achète un téléphone normal. Parce que ça rentre... parenthèse, hadba. Est-ce qu'il va l'accepter? Après, c'est ça, on doit travailler sur la frustration. Il doit comprendre que rien ne se gagne juste comme ça. Le tout de suite, c'est ça. C'est que nous, on rentre, vous savez, on dirait que les parents, ils ont peur de mettre des limites. Ou de confronter leurs enfants. En fait, je pense qu'on devrait revenir vers les principes de l'éducation bienveillante. Être à l'écoute de son enfant, être à l'écoute de ses besoins, favoriser un canal de communication entre parents et enfants. Par exemple, si un enfant a besoin ou exprime le besoin d'avoir un téléphone, comme l'a bien dit le docteur, il faut mettre en avant l'utilité. Pourquoi? Dans quel but? De quelle manière utiliser ce téléphone? Et je pense que là, on revient à un point très important, c'est qu'on doit préparer l'enfant à avoir ce téléphone. C'est pas parce que c'est ton anniversaire, je t'offre un téléphone, je te le donne, point barre. Il faut fixer aussi des règles. Je te donne ton téléphone, le soir tu ne l'as pas, le week-end tu peux l'avoir. Il y a des règles en tout. Là, vous savez, la vie est faite de règles. C'est pas l'anarchie, on peut pas faire ce qu'on veut, surtout dans une maison. Nous, on le dit dans une consultation, surtout avec les adolescents, chaque maison a ses propres règles. C'est un peu l'éducation à l'ancienne, dans l'air du temps. On essaye. En vérité, vous savez, rien n'a changé. Oui. C'est l'impression que les gens ont que rien n'a changé. Pourquoi ça devrait changer aujourd'hui? Rien ne change. Comme on a été éduqué, comme on sera éduqué. Nous, quand on était tout jeune, quand on voulait acheter un jouet, on nous disait pourquoi, comment. On rentrait dans ce processus donc, de négociation. Je pense que les parents d'aujourd'hui sont plus là. Il faut que je fasse plaisir à mon enfant. Peut-être que moi, j'ai pas. C'est plutôt pour un peu parce que nous, on a notre frustration qu'on essaye de combler à travers notre enfant. Moi, je vous dis, c'est pas du tout ça. Quand vous demandez. On a été très heureux pendant notre enfance. Oui, non, mais comme je vous ai dit, avec le peu qu'on a eu, on a été très heureux. Actuellement, c'est un effet de mode. Les parents ne veulent plus être... c'est-à-dire, moi je vous ai dit, quand on rentre du travail, on veut pas qu'il y ait de bruit à la maison. C'est comme les enfants au cours de la scolarité. Même d'ailleurs les enseignants, surtout au primaire, qu'ils attendent qu'à la rentrée de l'école, ils aient des universitaires. On trouve beaucoup de problèmes et d'ailleurs on salue et on félicite. Surtout, moi je dis, l'enseignement le plus difficile est celui du primaire. C'est la base, c'est de là que tout commence. Si l'enseignant s'attend à ce qu'il vienne, il connaît tout, c'est qu'il est à côté de la plaque. C'est là où il va commencer à apprendre. Donc, donc tout passe par l'apprentissage. Effectivement, on ne donne pas un téléphone parce que c'est ceci ou cela. On parle de l'adolescent. Il faut savoir, il doit y avoir de la négociation avec cet adolescent. Et c'est même bénéfique pour lui. Même comment est-ce qu'il va négocier, c'est comme ça qu'on se construit. Exactement. Quand vous sortez à la rue, vous dites « je veux ça, on vous donne ça ». C'est pas possible. Tout passe à travers la négociation. Et c'est l'utilité et de mettre en avant le pourquoi, le comment, le quand. On fixe des règles, c'est tout. Après, s'il dépasse les règles, on peut donc l'enlever pendant une période. Tout se passe à travers l'échange donc bienveillant avec son enfant. Très bien. Donc pour l'adolescent, on négocie et il faut fixer des règles tout de suite. Entre 6, juste après, parce qu'à 6 ans, on peut apparemment exposer les enfants aux écrans.
comment les exposer. Il y a aussi une étude qui parle d'écriture, que les enfants n'arrivent plus à écrire comme avant ou ne savent plus écrire comme avant parce qu'on passe notre temps à utiliser des raccourcis et même pour l'orthographe, même pour tenir le stylo, c'est de plus en plus difficile pour les enfants d'aujourd'hui de le faire, n'est-ce pas? On trouve ce qu'on appelle le syndrome de la même molle. Oui. C'est que, je vous ai dit, c'est que l'enfant, imaginez, c'est comme, par exemple, on va dire, vous passez votre service militaire, vous entraînez. Oui. La vie est un entraînement pour le petit. Il doit s'entraîner à tout pour être prêt et affronter demain. S'il passe son temps à ne pas utiliser sa main, c'est normal qu'il ne sache pas comment prendre le stylo ou le crayon ou autre. Actuellement, on trouve des enfants, on leur dit de colorier, de ne pas déposer la bordure. Vous savez, ils vont colorier partout, sauf là où il faut. Oui. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire. L'exposition des jeunes enfants à l'écran, il faut savoir que l'écran, il ne faut pas, si on parle d'exposition, ça doit être, le contenu doit être déjà au préalable connu par les parents. Un dessin animé ou autre. Par exemple, on donne pas, quand on donne, bon, on reste pas très peu de temps, juste quand on donne un livre à un enfant, on l'a déjà lu, donc on sait de quoi il parle. C'est la même chose pour soit dessins animés, soit le programme qu'on propose à nos enfants. D'ailleurs, ce que je propose aux parents en consultation, par rapport au dessin animé, je leur dis, il peut voir le dessin animé, vous pouvez le voir avec lui. Et interagir. Interagir, et poser des questions, essayer de résoudre des problèmes, essayer de voir le raisonnement, les différents personnages de dessins animés. Et du coup, ça crée cette convivialité d'échange parents-enfants. Exactement. On en avait parlé aussi avec Karim Naït Midjani l'année dernière, où il proposait tout simplement de voir le programme avec l'enfant, et puis si l'enfant était en âge d'écrire, de prendre des notes sur le reportage, sur le dessin animé, et puis faire la conclusion ensuite avec les parents. Chacun a pris des notes de son côté, et puis c'était une façon intelligente de regarder un programme télé. C'est ludique, ça rentre. Avant, on nous faisait l'écriture et autres. Maintenant qu'il y a la télé, on ne va pas laisser la télé d'un côté, lui d'un côté le faire. Donc le faire travailler à travers l'écran. Il faut juste, par rapport aux saines habitudes de vie, pas d'écran le matin, parce que c'est là où il y a l'attention, elle est au maximum, donc on ne va pas la gaspiller avec n'importe quoi. Donc pas au cours du dîner par exemple, bien du repas. Au moment du manger, pas le matin. Pas le matin, pas le soir avant de dormir, l'ophtalmo l'a bien vu, et pas de télé ou autre, donc dans la télé des enfants. Dans la chambre des enfants. Dans la chambre des enfants, il ne doit pas y avoir. Tout doit, même par rapport aux consoles et tout doit se passer dans le salon, il doit être dans le partage et pas dans un coin tout seul. Voilà. D'accord. Un dernier conseil, M. Chekchek? Alors, un dernier conseil, en fait, je voulais répondre à une question que je reçois souvent en consultation. Je profite de ma présence, mais rapidement. En fait, généralement, assez souvent, les parents posent la question, est-ce que la surexposition à la télévision, à l'écran, cause l'autisme? Oui. C'est une question très importante, je ne pouvais pas ne pas répondre à cette question. Donc, on est bien d'accord, moi et le docteur, c'est que l'exposition à l'écran ne donne pas l'autisme, mais accentue son existence quand on a un enfant autiste. Mais par contre, un enfant soit exposé, certes, il va avoir des troubles de communication ou de langage, mais il suffit de le faire sortir de ce bain. Avec le temps, il va reprendre une communication normale. Par contre, un enfant autiste, non. Voilà, il peut avoir les symptômes, mais si on le détache des écrans, on reprend de saines habitudes de vie, il peut reprendre une vie normale. Voilà. Très bien. Merci en tout cas pour tous ces conseils. Alors, docteur Chawki Kitoun, vous êtes pédopsychiatre. Merci pour toutes vos informations. Monsieur Yassine Chekchek, vous êtes doctorant en orthophonie. Merci encore pour toutes ces informations. Wahida Salem Chef, merci. On se retrouve demain. Voilà. Donc, je vous dis bonne journée. On se donne rendez-vous demain à 10h30. On parlera de la crise d'adolescence. Aïe, aïe, aïe. Passez une bonne journée. Au revoir.